Bonsoir et bienvenue encore une fois. Ce soir, nous allons passer ensemble au Grand Talk. Au peigne fin, quelques points saillants de l'actualité. Je suis Christelle Mélège avec André Bois. Bonsoir, cher Bonsoir ami. Christelle, bonsoir à vous tous, merci d'être avec nous. Elle a dit des points saillants de l'actualité. Il s'agit de quoi? Il s'agit de parler de ce 19 septembre qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il s'agira aussi de parler d'une mesure du gouvernement de Côte d'Ivoire. Christelle, il s'agit d'interdire l'exportation du riz en Côte d'Ivoire. Et puis, quoi d'autre? Autre chose, on parlera justement de la production des ouvrages scolaires avec notre invité. Ce sera donc en toute fin d'émission. Bonsoir et bienvenue, c'est le Grand Talk. Et puis Christelle, comme tous les soirs que nous allons passer ensemble avec vous, il y aura nos chroniqueurs, et vous le savez, ils sont tout apprêtés, et surtout, ils ont travaillé leur petit papier, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Exactement. Je commencerai par la dame, Souffré, hein, merci. Isabelle, Merci. Bonsoir, toujours en beauté Christelle. et toujours Merci. d'attaque pour la thématique de ce jour. Tout Ça à va bien? fait. Bonsoir André, bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Daouda. Christelle, ça va très bien. André, toi, tu vas bien? Oui, je vais bien, je pense que ça doit être André le cas avec des... une très très belle cravate aujourd'hui. Oui, merci, Mais enfin des gens malheureusement, qui il est en vert et reconnaissent. rouge comme un supporter de l'Africa. Yes, ce qui est oh dommage. yeah. Moi je suis... Et pourtant, je suis un supporter de la SEC. Dommage. Voyez-vous, Trahison. je- Alors, Herman, bonsoir. Bonsoir Christelle. Prêt ce Bonsoir soir? André. Ouais, on est là. Élisée Boloubeux. Bonsoir Christelle. Hello. Je vois bonsoir. que vous êtes de pêche. Ah bah oui, C'est partagé, oui. c'est partagé. Très bien. Alors, André, nous On sommes l'a aujourd'hui dit. le 19 septembre. 19 septembre, on l'a dit d'entrée, Christelle, c'est une date à marquer d'une pierre blanche. Et pourquoi, vous allez nous le dire? Bah parce que simplement le 19 septembre 2002, il y a eu une rébellion armée qui a tenté de renverser le régime du président Laurent Gbagbo, élu à la présidence de la République en 2000, avant de s'emparer donc du nord du pays. La Côte d'Ivoire est donc coupée en deux entre un nord rebelle et un sud loyaliste. 21 ans après, les Ivoiriens gardent toujours le souvenir d'un passé trouble. Ce passé trouble, il a voulu nous en parler, c'est Daouda, revenir là-dessus. Que s'est-il passé depuis lors? On ne va pas revenir sur cette journée, mais depuis le 19 septembre 2002 jusqu'au 19 septembre 2023, comment les Ivoiriens ont vécu cela, Daouda? Et comme vous le disiez tantôt, tout à l'heure, le 19 septembre, c'est une date qui a marqué, qui est un moment important dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. La rébellion armée de 2022 a été un événement majeur qui a divisé le pays en deux. Vous en parlez tout à l'heure. Ça a été ponctué de violences et de conflits. 21 ans après la rébellion, la Côte d'Ivoire est en train de panser ses plaies. Hier encore, la ministre de la Solidarité, Miss Belmont Dogo, était en train de procéder à la distribution d'enveloppes aux victimes de la dite crise. C'est dire combien de fois cette crise a été néfaste pour les Ivoiriens. Dans son processus de guérison, le pays a connu une période de prospérité économique. Le pays a fait des progrès significatifs avec une croissance économique vraiment hors norme. Malgré tout cela, il reste beaucoup à faire, tant au niveau de la réconciliation, au niveau de la cohésion, au niveau des communautés. Mais aujourd'hui, les défis qui font face à nous, c'est la pauvreté, le chômage, le manque de réconciliation sont autant de défis. Mais malgré tous ces défis, il est important de reconnaître que le gouvernement a consenti à faire beaucoup d'efforts pour pouvoir challenger ces défis-là. 21 ans après, la Côte d'Ivoire est sur la voie de la guérison. Le pays a des chances de se reconstruire et pour le progrès de tous les Ivoiriens. Mais si ces progrès sont à encourager, il est important, Christelle, de dire aux uns et aux autres que notre pays, la Côte d'Ivoire, est un pays encore très fragile. Parce que si le discours des hommes politiques, le narratif ne change pas, le repli identitaire lors des différentes élections, si on ne change pas cela, on peut retomber dans les affres de 2002. C'était là, André et Christelle, mon point sur la question de 2002. André, il a dit un mot qui est très important et qui justement qui a saigné ce pays, le repli identitaire. Bien sûr. Vous en parliez avec d'autres points. Pourquoi vous énoncez ce point-ci? Parce que depuis, c'est vrai que nous avons eu il y a eu des élections qui sont plus ou moins bien passées en Côte d'Ivoire ici.
Mais à chaque élection, on est confronté à la même problématique, des discours de haine, de discours racial, de répliques d'identité, parce que les gens disent il faut voter le fils du pays, il faut voter le fils de la région. Je pense qu'on a dépassé ce clivage-là. Tant qu'on va tenir ce genre de discours-là encore en 2023, je suis sûr que parce que les mêmes causes produisent toujours. Est-ce que la Côte d'Ivoire est guérie, oui ou non? Aujourd'hui, je ne dirais pas que la Côte d'Ivoire est totalement guérie. Parce que si elle était guérie, je ne pense pas que le ministre de la Solidarité serait encore en train d'indemniser des victimes 21 ans après. Très bien. Donc, une fois que Daouda a dit ça à travers donc, une sorte de chronique, vous avez entendu tout ça. Comment vous réagissez sur ce tableau qu'il nous a présenté? Et la question de Christelle est claire. Est-ce que vous vous dites... on est dans un autre monde où c'est fini, on ne va pas revenir vers ce qu'on a vécu, selon vous? Moi, je dirais que la situation est carrément fragile. Bien sûr qu'elle est fragile parce que, justement, on retrouve paradoxalement les mêmes ingrédients que ceux qui ont pris les armes pour une rébellion en 2002. On retrouve donc ces mêmes ingrédients-là dans leur prise de position, à tort ou à raison. Ces précurseurs-là ont utilisé cela pour justifier cette rébellion. Des officiers généraux aujourd'hui sont encore en prison, des généraux comme supérieurs. Il y a aussi que l'on pourra après spéculer sur les crimes dont on les accuse, parce que c'est toutefois dans un contexte politique. Mais malgré cela, Laurent Gbagbo, dans son régime, Laurent Gbagbo a quand même osé prendre une amnistie pour absoudre tous les criminels, on pourrait le dire, de la rébellion. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on reproche des choses à certains. Est-ce que ce n'est pas le moment d'évacuer cela? Comme Daouda l'a dit, on est dans une situation fragile, dans une dynamique de réconciliation vraie, et surtout que les victimes aujourd'hui dont on parle, qu'on indemnise, comment est-ce que ces victimes sont répertoriées? Est-ce que ça tient compte de toutes les parties? Alors, quand on a entendu Herman, je vous ai vu très pensif, hein, Élisée Bologbé. Vous disiez quoi? Est-ce que ces propos traduisent la réalité de ce que nous vivons? Ou vous dites non, ils présentent un tableau qui est parfois un peu trop noir? Ouais, moi je pense que le tableau qu'il dépeint est un peu trop sombre. Parce qu'il est important quand même de rappeler que les contextes ne sont pas les mêmes. Quand on parle des contextes de 2002, au contexte aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. On sort de 2002. Pour rappel, en 2002, on sort 3 ans avant d'un coup d'État. D'un coup d'État qui a donc bouleversé les fondamentaux même de la République, parce que c'est une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et on sait que ce coup d'État-là, les conséquences de ce coup d'État ont été très mal gérées. Pendant que certains ont estimé que le coup d'État avait été fait en faveur de d'autres, d'autres ont estimé qu'ils étaient lésés par le fait de ce coup d'État. Et on a vu qu'il y a eu des frictions. Et c'est justement la poursuite de ces frictions-là qui a abouti à la rébellion, parce que certaines personnes se sont senties, je dirais, traquées, donc ont dû replier, et elles ont justifié leur prise d'armes par le fait qu'elles étaient plus ou moins marginalisées, et elles sont venues. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas un peu on n'est pas dans le même contexte. C'est vrai qu'après la rébellion, on a eu une crise post-électorale en 2010, mais je crois que de la crise post-électorale à aujourd'hui, beaucoup, pour moi, de choses ont été faites. Mais Herman parle de certaines personnes qui sont encore en prison, dans les geôles, certaines qui se disent frustrées par la gouvernance, etc. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un vrai terreau, ou c'est dans le jeu normal d'un pays, il y a toujours une forme d'injustice qui touche les uns et les autres? Je pense que le fait de l'évoquer à son sens, à tout son sens, que certaines personnes soient encore dans des geôles, je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu le discours politique ou bien l'environnement politique, des efforts sont en train d'être faits pour qu'on puisse trouver une solution à cela. C'est justement le sens même de la mise en place du dialogue politique, grâce auquel certaines actions ont été menées pour pouvoir décrisper la situation sociopolitique. Donc il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là. Maintenant je conviens pour moi, et comme je le dis, il a parlé tout à l'heure de l'amnistie qui a été faite par le président Laurent Gbagbo en 2002. Mais l'amnistie qui a été faite par le président, laquelle j'ai salué d'ailleurs, moi, parce que j'ai estimé que c'était une main tendue, vraiment pour pouvoir aller vers la décrispation. Mais la finalité a été laquelle? Aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce n'était pas la solution. La solution, à un certain moment, je pense qu'en Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse guérir de nos plaies, c'est de regarder en face ce qu'on a fait qui n'a pas été à la hauteur, et puis de dire, voici les auteurs, voici les coupables. Que la justice prenne le pas. Voilà, si la République maintenant veut apporter, veut absoudre ces gens-là, on verra. Mais déjà, il faut qu'on situe les responsabilités, ça c'est important. On ne peut pas toujours passer tout à perte et profit. Moi, je pense que c'est pas ça. Isabelle,
Il ne faut pas passer tout à perte et profit. Herman a parlé d'un point précis de certaines personnes qui sont encore dans les geôles, qui pourraient mettre à mal la réconciliation, l'unité nationale. Est-ce que vous partagez ce point de vue ou pour vous, vous pensez que tout va bien? Alors, déjà pour répondre à ce que Herman a dit tout à l'heure, moi je pense que ce sont des prisonniers de droit commun. Donc c'est-à-dire qu'ils ont été incarcérés pour des crimes commis en fait à l'encontre donc de personnes. Ils ont tué des gens. Donc je pense que la loi s'est appliquée à leur niveau. Ensuite, pour revenir donc à ce 19 septembre 2002, vous savez, en 2002, moi j'avais 10 ans. Et ça a rythmé toute ma jeunesse. C'est votre histoire. Exactement. Des discours de haine, de guerre, la violence, etc. Donc, permettez-moi aujourd'hui de savourer en fait cette stabilité retrouvée et cette paix qui est encore assez fragile. On a parlé tout à l'heure, Daouda l'a évoqué, il a parlé en fait du fait qu'on ne soit pas guéri de la chose. Moi, j'ai envie de dire, on est guéri, on est juste traumatisé en fait. Parce qu'on arrive... Mais le traumatisme, c'est une maladie. C'est une maladie. Mais justement, non, mais ce traumatisme est en train d'être soigné. Isabelle, il y a eu le dialogue politique qui a été ouvert. Il y a aussi eu, comment dirais-je, tout à l'heure tu l'as rappelé, les efforts du gouvernement, la politique sociale qui est basée sur la paix, la stabilité, la cohésion, la solidarité. Donc on ne peut pas en fait sur ce plateau dire non, comment dire... Et tout ceci serait les piliers de la guérison en fait dont exactement, ce sont les piliers de la guérison. On est parti de loin, on est en plein cheminement et on va y arriver. Très bien. Vous savez, moi je suis contente qu'aujourd'hui on ne parle plus d'ONUCI, de licorne, de zone CNO ou encore d'escadron de la mort. Honnêtement, on en a été traumatisés. Aujourd'hui, je suis rassurée et j'ai envie vraiment de saluer tous les efforts qui ont été faits en ce sens. Moi, je comprends la candeur. Permettons, Daouda, rapidement. Oui. Allons-y. Je comprends la candeur d'Isabelle quand elle parle de « aujourd'hui, on a été traumatisés, tout a été réglé ». Je ne dirais pas que tout a été réglé. Parce qu'aujourd'hui, Isabelle, je tiens à te dire que toi, tu n'as pas vécu cette crise. Mais chacun de nous ici a vécu cette crise. Moi, je suis quitté à Boaké. J'ai dû fuir Boaké pour venir à Abidjan. Donc, comme moi, beaucoup d'Ivoiriens l'ont vécu aussi comme ça. Mais aujourd'hui, je te dis encore, il y a des victimes de cette rébellion de 2002, de la crise de 2010, de 2011, qui sont toujours en train de manifester parce qu'ils estiment que justice ne leur a pas été rendue. Parce que ça leur fait mal de voir certains bourreaux encore se promener dans la ville, Daouda, un peu partout. Donc, je veux dire, il ne faut pas avoir autant de candeur sur ce débat-là. Soyez patient, je vais vous relancer très rapidement. D'accord. Est-ce que, quand vous dites tout ça, je vois que les mots sont forts, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où un pays peut se regarder en face et tourner la page? Oui, mais tourner la page aussi, il faut qu'on tourne la page dans la justice. Et vous pensez qu'il n'y a pas de justice en ce moment, non? Non, moi j'ai estimé, même sur ce plateau l'année passée, je l'ai dit, j'ai vu que le président, dans sa magnanimité, a gracié, amnistié des gens. Il l'a fait. Mais je veux dire, en graciant ces personnes-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait des victimes? Ceux qui ont aujourd'hui les meurtrissures, les blessures profondes dans leur chair. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Belmondo Dogo, qui était en train de... Oui, elle a indemnisé des gens. Voilà. Mais est-ce que l'indemnisation peut suffire? Est-ce que ce n'est pas un processus dans lequel elle s'est engagée? On est dedans depuis 21 ans. Les gens veulent juste voir des gens payer pour ce qu'ils ont subi. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de demander cela? Si, je pense bien. Herman Aboua. Bon, moi, je pense bien. Déjà, lorsqu'on entend sur ce plateau-là, les thèmes utilisés, on ne sent pas le pardon. C'est de ça que je parlais. Aujourd'hui, il se trouve qu'on trouve que c'est de l'injustice que le président use de son droit d'amnistier des criminels, comme on pourrait le dire. Je ne veux même pas parler du contexte non, je rappelle juste que pour l'amnistie, il faut passer par l'Assemblée nationale. Et donc, parce que c'est mais dans tous les cas, c'est une volonté politique. Le président, lui, peut de droit à gracier. Oui, mais c'est une volonté politique. La volonté politique, c'est que le président, qui est l'exécutif, on sait comment est-ce que l'exécutif est omniprésent dans nos régimes politiques. Donc, le président, par sa magnanimité, comme il est dit, peut actionner l'Assemblée nationale. C'est une question, je veux dire, de réconciliation. Et de réconciliation vraie. C'est important. Ça veut dire que si Laurent Gbagbo, en son temps, était resté là à calculer qu'est-ce que celui-là il a fait de mauvais, de méchant, de ceci, de cela, on ne serait pas arrivé à amnistier des gens. Donc, on peut le faire. Il ne faudrait pas que les gens, aujourd'hui, évoquent la question de justice des victimes. Les victimes, il y en a eu dans tous les camps.
Mais vous ne pouvez pas, comme ils l'ont dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas oublier justement la question de la justice qui fait aussi partie du processus du pardon. Parce que quand on condamne celui qui vous a fait du tort, est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'est le début justement du pardon pour la victime? Mais dès lors qu'on a condamné celui qu'on estime qui a fait du tort, on l'a condamné, non? Est-ce qu'on ne peut pas maintenant l'amnistier? Très bien. C'est la question. Très bien. Et Élisée, si tu permets, Christelle. Élisée. Vous savez, il y a un penseur qui disait que c'est insensé de vouloir obtenir un résultat différent en faisant toujours la même chose. J'ai posé une question tout à l'heure pratique. On est tous unanimes et on a salué le fait que le président Laurent Gbagbo en 2003 ait décidé d'évoquer devant l'Assemblée nationale la loi d'amnistie. Et des gens ont été amnistiés. On a vu. Mais quand on a regardé dans la suite, parce qu'il ne s'agit pas juste de dire que l'amnistie a été faite, mais quand on est dans la suite, qu'est-ce qui a été fait? On s'est rendu compte, aujourd'hui, 21 ans après, on s'est rendu compte que la solution, en réalité, ce n'était pas de juste faire de l'amnistie pour faire de l'amnistie. Mais il était important à un moment donné, quand même, qu'on puisse, au regard des événements qui ont fragilisé et qui ont affecté dangereusement, je dirais, le pays, il était quand même important devant les Ivoiriens qu'on situe les responsabilités. Aujourd'hui, là, où on est quitté puis on est arrivé ici, voici les responsables. Voilà ceux qui en sont responsables. Maintenant, il revient à l'État, après de dire, bon, OK, voilà, ça s'est passé, mais on décide pour pouvoir tourner la page. Mais ça aussi, il va falloir prendre un certain nombre de garanties. Parce qu'on a déjà testé ce que c'est que l'amnistie, on a vu ce que ça nous a donné. Est-ce qu'aujourd'hui, ce ne serait pas bien, Élisée, que ça prend du temps, selon vous? Voilà, est-ce qu'il ne serait pas bien aujourd'hui de changer le processus avant de dire qu'on va amnistier les gens, on va amnistier... Est-ce qu'il n'est pas bon aujourd'hui de dire aux uns aux autres, OK, on a commis des actes qui nous ont plongés dans une situation de crise et qui a affecté négativement notre nation. Moi qui suis le bourreau et dont les faits me sont reprochés que je reconnais, j'ai une action à poser à ce sens-là aussi. Celui-là, ou celle-là, pardon, de demander officiellement pardon à la République. Parce qu'on a aussi affecté la République. Il ne faut pas qu'on se dise que c'est quelque chose qui doit rester justement entre les hommes politiques. C'est là que je dis encore, ils vont faire beaucoup d'erreurs. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait là, on se dit non, si les politiciens sont d'accord, le reste, mais pourquoi je ne suis pas d'accord? Les politiciens, on peut les compter du bout des doigts en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens, ils sont 30 millions ou bien ils sont 26 millions. Qu'est-ce qu'on fait de leur ressenti? Vous pensez, Élisée, que cette action de demander pardon de celui qui serait accusé ou qui est accusé pourrait donc apporter la fameuse guérison? Mais ça pourrait soulager les populations. Il y a un exemple palpable. Vous savez, l'adage dit quoi? L'adage dit quoi? Une faute avouée est à moitié pardonnée. Voilà, donc quelque part aussi, il est important quand même que celui qui a posé la puisse demander pardon. Vous vouliez ajouter un élément? En fait, l'élément que je voulais ajouter, c'est que c'est le cas du Rwanda ou le cas de l'Afrique du Sud, où il y a eu jugement de façon claire des uns et des autres. On connaissait la victime, on connaissait le bourreau. Daouda, oui. soyez court. Il vous a dit tout à l'heure que les gens ont été jugés, ils sont en prison, ils ont été condamnés. Donc, tout le monde a été jugé. Ce qu'ils souhaitent. Moi, je le comprends très bien, parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous, on est tous contemporains de cette histoire. On sait qu'il y a des soldats qui ont été jugés, des hommes politiques qui ont été jugés. Mais est-ce que Élisée n'a pas quelque chose qui est important? Dans nos différentes communautés, dans nos différents villages, les gens qui se sont fait du mal, le voisin qui a fait du mal à son camarade, qui voit son bourreau se promener matin, midi et soir, mais il a mal. Je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir guérir cela. C'est pourquoi je dis il faut copier le modèle sud-africain. Il faut commencer donc un autre processus de pardon vis-à-vis des communautés. Le modèle sud-africain que certains évoquent ici, le modèle sud-africain, il n'est pas comme vous le présentez. Le modèle sud-africain, c'est comme Laurent Gbagbo Fologou qui a été émissaire pour la Côte d'Ivoire dans cette crise de l'apartheid. C'est comme il le souhaitait. Il n'y a aucun effort plus grand à faire pour la paix. Donc, je ne sais pas, pourquoi est-ce qu'on spécule ici, on dit, les ennemis, nos ennemis, nous tous, on a été tous victimes, de loin ou de près, de ce qui a vécu. Donc, on a nos ennemis, nos adversaires, nous tous, on les côtoie chaque jour. Et ce n'est pas ça qui me fait peur. C'est l'effort, lorsqu'on fait l'effort de se parler, de se comprendre, on avance. Donc, il n'y a aucun effort à faire. L'effort aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont en prison et à qui on reproche des faits de cette crise. Même si on les qualifie de faits de droit commun, parce que je dis toujours les procès politiques. Moi, j'ai été victime de procès politiques. André, on ne va pas le laisser dire ça. On va pas le laisser dire ça. Si vous voulez, je vais revenir sur les objectifs même, les premiers objectifs même de la rébellion. Et puis on va boucler le sujet. Non, là-dessus, je commence un autre sujet. Mais on n'en a pas fini avec celui-là. Tu ne peux pas commencer un autre sujet. Ce n'est pas possible. On va terminer et puis Daouda prendra la parole. Sur les objectifs de la rébellion, on les connaît. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le président de la République a amnistié des gens, gracié d'autres, certains gracié d'autres. Mais pour le cas
cas des soldats, il a été clair en la matière. Il a dit qu'ils ont commis des crimes de sang. Et tous ceux qui ont commis des crimes de sang, je ne peux rien faire pour eux. Maintenant, tous ceux qui sont du droit commun dont tu parlais, il les a tous libérés aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, on peut dire clairement que des efforts ont été consentis à ce niveau-là. Mais pour les gens qui ont fait des crimes de sang, et justement, c'est de ça que je parlais quand je dis, mais des gens ne peuvent pas voir leur bourreau se promener dans la rue et on va nous parler demain encore de réconciliation. Daouda. Non, ce n'est pas possible. Daouda, tu as vécu les premières heures de la rébellion? Je pense qu'on est tous contemporains. Je pense pas que. Non, mais parce que tu. Je ne pense pas que parce que tu as fait de la prison que tu en saches un peu trop que nous tous. On est tous contemporains de cette histoire. Non, on est tous contemporains de cette histoire. Je te pose la question, est-ce que tu peux répondre? Moi, j'étais à Boaké. Oui. Moi, je vivais à Boaké. Qu'est-ce que tu as vécu à Boaké? Mais si chacun de nous doit raconter son histoire, on ne va pas s'en sortir. Très bien, très bien. Merci, très bien. merci. Je pense qu'on va mettre un terme à cela. C'est très bien parce que je voudrais, pour qu'on termine cette séquence, j'ai voulu qu'on la laisse un peu pour nous permettre, non pas 30 secondes, pour nous permettre justement d'avoir un cadre où on s'exprime. Vous êtes aujourd'hui, je dirais comme ça, des personnes de proue de la vie médiatique. Si vous vous exprimez de cette façon, imaginez comment pourraient s'exprimer les Ivoiriens. Il faut une période d'écoute et cette période, je pense que nous la construisons autant que l'histoire de la Côte d'Ivoire se déroule. Donc je voudrais, c'est vrai, il faut bien mettre fin à cette séquence, mais l'idée c'était de permettre aux Ivoiriens, à travers vous, de se parler. Ils continuent de se parler. Je pense même qu'ils sont plus dans le pardon que vous ne le croyez, puisque beaucoup de nos concitoyens continuent de vivre le bon voisinage et d'être justement en train de se préoccuper de quoi? De la cherté de la vie. Il faut qu'on en parle. Et justement, ça va nous ouvrir à la question de la hausse du coût du riz. Le gouvernement a pris des mesures, mais est-ce que tout ça est bien? Voilà, donc on quitte 2002 et puis on atterrit directement en 2023. Voilà, pour parler c'est un voyage dans le temps. La situation est bien fragile. 21 ans après. Pour parler donc de l'interdiction de l'exportation du riz local, la décision prise par le gouvernement. Alors, il faut dire que le gouvernement a suspendu les exportations de riz local et du sucre à titre conservatoire. La suspension qui court jusqu'au 31 décembre 2023 intervient dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie et vise à assurer l'approvisionnement régulier du marché national. Isabelle Vauvor, bonne décision ou pas? Et puis on décrypte. Oui, pour moi, c'est une très bonne décision du gouvernement. Quand on sait, en tout cas, qu'en termes de consommation de riz, la Côte d'Ivoire, en tout cas, on consomme beaucoup. Déjà, rien que sur la période 2022-2023, on était à 2,45 millions de tonnes de riz consommés. Donc, je pense que c'est une très bonne décision dans le sens où on va pouvoir, en fait, arrêter les spéculations et surtout, ça va pouvoir retenir donc, la production locale pour emmener donc, les différentes populations à être autosuffisantes, en tout cas, consommer le riz de façon courante, normale. Très bien. Quelles mesures, donc, en fait, si on interdit l'exportation du riz, comment on redirige, on aide donc ces exportateurs-là à rediriger leur business ici en interne pour qu'ils ne puissent pas perdre? On est dans une économie libérale. Chacun vend où il veut, à qui il veut, mais quand on vous dit ne vendez plus à l'extérieur, comment est-ce qu'on arrive à les aider ou doit-on même les aider? Mais pourquoi vous voulez qu'on les aide? C'est la question que moi je vous pose. C'est une question rhétorique. rhétorique. Nous interdisons de vendre à qui ils veulent. Mais elle est rhétorique. Pour dire que c'est la question. Hein. Quand vous avez parlé, Isabelle a parlé de bonnes mesures, mais moi j'ai même envie de comparer ça à ce qu'on appelle aux États-Unis le Patriot Act. Parce que nous sommes dans une question d'autosuffisance alimentaire. On consomme plus de 2 millions de tonnes de riz en Côte d'Ivoire. On n'en trouve pas. On est obligé d'en exporter pour gérer le gap. Mais donc techniquement, si vous avez du riz au niveau local, et qu'on est obligé d'en exporter. Mais on ne va pas le vendre ailleurs. Ce que vous vendez ailleurs, le prix auquel vous le vendez, on va l'acheter à ce prix-là, simplement. Et donc pourquoi on en vend? Les exportateurs seront donc laissés pour compte? Mais ils ne sont pas laissés pour compte puisque les Ivoiriens vont payer cela. Non, mais est-ce que les Ivoiriens vont payer? Surtout, est-ce qu'ils vont payer au prix que lui gagnerait à l'international ou ailleurs? Déjà que, comment on appelle ça, si vous avez regardé le dernier rapport de la Commission nationale de lutte contre la vie chère, il y a une qualité de riz. Aussi, tout même, le riz local même a été subventionné par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que l'État a déjà fait un effort à leur niveau. Mais techniquement, je me dis que l'État ne devrait même pas faire cet effort-là. Herman. D'abord, il faut dire qu'en 2022, la Côte d'Ivoire a payé du riz exporté à plus de 800 millions d'euros, c'est-à-dire environ 500 milliards de francs CFA. Et les exportations, la production locale dont on parle, c'est seulement 10 milliards qui est exporté, hein, c'est seulement 10 milliards de francs CFA, qui représente rien dans les 500 milliards. Mais si le gouvernement arrive à prendre cette décision, c'est juste un effort qu'on demande aux oppositions. Si on en manque,
Et l'Inde même qui a comment on appelle Qui nourrit la Côte d'Ivoire. L'Inde qui nourrit la Côte d'Ivoire prend des mesures, vu comment on appelle l'urgence dans son pays, prend des mesures pour essayer de contenir la production locale. Pourquoi est-ce que nous, un si petit pays avec 10 milliards de francs CFA de production en termes de riz, on ne peut pas commencer cela? Les acteurs je ne sais pas si ce sont eux qui se plaignent, leur circuit, eux-mêmes, ils ont dit, on a vu dans la crise du riz, ils ont dit qu'ils ne font pas de publicité sur le riz parce qu'ils ont des réseaux d'écoulement. On leur demande aujourd'hui de nous apporter ce riz-là, nous, on va le payer, nous, les Ivoiriens, on le mange. Moi, je trouve que cette décision du gouvernement, c'est une bonne décision. Vous pensez, Élisée Boloubé, non seulement c'est peut-être une bonne décision, mais quelle garantie on repose la question beaucoup de ces producteurs qui n'ont pas été subventionnés par le gouvernement, qui du coup n'ont pas bénéficié de cette politique d'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, on leur demande de ne plus vendre à qui ils veulent. Et vous pensez que c'est une bonne mesure? Bon, je ne vais pas revenir sur ce que mes prédictions ont déjà dit. La mesure, c'est-à-dire que vu telle que présentée, elle est bonne. Mais moi, je veux qu'on aille au-delà de ça. Parce que pour moi, ça pose une problématique qui est importante. En 2015, on lance une politique d'autosuffisance en riz en Côte d'Ivoire. On est en 2023, 8 ans plus tard. Je pense qu'il est important quand même qu'on fasse le bilan de cette stratégie qui a été mise en place pour que la Côte d'Ivoire soit autosuffisante en riz. Où nous en sommes aujourd'hui? Qu'est-ce qui est fait pour résorber cela? Il y a une stratégie nationale de riz qui a été mise en place. Aujourd'hui, où nous en sommes avec? Pour que 8 ans après, on soit encore en train de prendre des mesures qui, en réalité, vont à l'encontre même du fonctionnement même de la République. Parce que là, on est dans un régime libéral. Quand on prend une décision où des personnes, des acteurs économiques qui, logiquement, au regard de l'environnement et des contraintes, je dis en termes de taxes, qui leur sont imposées, sont donc libres de poser leur prix. On leur dit aujourd'hui, non, vous n'allez pas pouvoir vendre un tel, mais qu'on va conserver ça ici. Ça va même à l'encontre du libéralisme en réalité économique. Est-ce qu'in fine, ça peut faire partie donc d'un pilier de la stratégie nationale pour faire en sorte que notre pays, plus tard, puisse exporter le riz? Non, la stratégie, moi, je pense que ne doit pas reposer, pour moi, sur des opérateurs privés. Mais c'est une stratégie qui est portée par l'État. Donc, c'est l'État qui est l'avant-garde même de cette stratégie-là. Donc, c'est à l'État d'insuffler la dynamique. Depuis des années, nous tous, on est unanimes ici. On se dit, la Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi importatrice de riz. En ce sens, la Côte d'Ivoire, avant les années 80, la Côte d'Ivoire, avant les années 80, était autosuffisante et même exportait le riz. Exportait même le riz. Pour qu'on se retrouve dans une telle situation, c'est-à-dire quelque part, le maillon a dû être grippé quelque part. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est ce qu'il faut identifier et puis il faut régler. Justement, vous reprochez un déséquilibre justement dans notre production de riz. Isabelle Vauvant, c'est elle qui a commencé tout ça. Quand même, est-ce que cette interdiction n'est pas une mesure protectionniste qui finalement va à l'encontre de ce qu'on peut appeler l'intégration sous-régionale? Parce que je vous rappelle que le principal bénéficiaire de l'exploitation du riz de Côte d'Ivoire, c'est le Ghana. Est-ce que finalement, le fait de se recroqueviller comme ça, c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose. Oui, ça reste une bonne chose parce que le protectionnisme, après ce qu'il faut savoir, c'est que chaque gouvernement regarde d'abord l'intérêt de sa population en interne avant de penser donc à son intégration sous-régionale. Je pense qu'il faut privilégier d'abord les intérêts des populations avant de penser donc à se répandre en fait au niveau sous-régional. Donc pour moi, en tout cas, c'est une bonne décision. Ça reste toujours une bonne décision. Au-delà de ce malgré cette qu'Isabelle information. dit, oui, au-delà de ce qu'Isabelle dit, mais quand on regarde pourquoi l'Inde aujourd'hui refuse d'importer son riz, ils ont eu des inondations, d'exporter son riz. Ils ont eu l'inondation chez eux. Le prix de l'engrais qui a augmenté dans de nombreux pays. Sur le marché international à cause de la crise russo-ukrainienne. Et au-delà de ça, depuis un an, depuis le début de l'année, nous sommes face à une inflation qui ne dit pas son nom. Tout devient cher de jour en jour. Le gouvernement consent à des efforts. Mais je pense que pour consentir aux efforts aussi, là, chaque Ivoirien, dans son domaine d'activité, dans son secteur d'activité, doit aussi consentir à faire des efforts. Mais si nous avons du riz en Côte d'Ivoire, on parle de 1 400 000 tonnes qu'on produit, je pense que par souci de patriotisme et de solidarité à l'endroit, on devait profiter de ça d'abord. Élisée? Oui, moi je pense que c'est la mesure là. Parce qu'en fait, moi, ce que je pense qu'il ne faut pas juste... Ça, c'est une mesure conjoncturelle. Or, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans une dynamique où il faut prendre une mesure structurelle. Il ne s'agit pas juste de régler un problème par à coup. C'est-à-dire que sur une période, et puis non. Il faut qu'on règle un problème dans le long terme. Et régler le problème dans le long terme, c'est arriver à mettre en œuvre cette stratégie d'autosuffisance en riz qu'on a mis en place. Il faut la mettre en place. Donc, est-ce qu'on peut nous dire que cette mesure, finalement, elle n'est pas si bonne que ça? Bon,
elle est tellement infime par rapport à nos Je ne dirais besoins. pas qu'elle n'est pas si bonne, mais je dis qu'elle ne résout pas le problème de façon structurelle. Ça, c'est une réalité. Ou pas? Bon, pour un temps, c'est quelque chose, mais ça ne peut pas être viable sur du long terme. Et pour être viable sur du long terme, il faut maintenant prendre des mesures structurelles. Et ça passe par la mise en œuvre de cette stratégie nationale sur l'autosuffisance en riz. Moi, je pense que, comment on appelle ça? Je ne sais pas si tu te rappelles, l'année passée, le Premier ministre est parti inaugurer un aquapole au niveau de Bois-Cré. Je pense que dans tes chroniques, tout le monde en avait parlé ici. Parce que quand on a eu le problème de la saisonnalité de nos productions, ils ont dit qu'on était entouré d'eau. On avait beaucoup de cours d'eau, donc finalement, il fallait aller vers l'irrigation. Donc, qu'on appelle ça, le projet structurel dont tu parles, est-ce que ce n'est pas dans cela que le gouvernement se lance pour pouvoir régler le problème de façon structurelle dans le temps? Très bien, Daouda. Moi, je pense qu'au niveau de la question du riz, moi, je trouve que lorsque Élysée dit, par exemple, qu'il n'y a pas de 2015, quand il prend 2015 jusqu'à 2023, il ne voit pas l'évolution, les fois qui a été faite. Donc, je dis non. Je lui rappelle qu'en 2008, on était à 500 000 tonnes. Aujourd'hui, on en est à 1 100 000 tonnes. Et les perspectives, c'est que fin 2023, on sera à 1 400 000 tonnes de production locale. Donc, ces productions locales-là, quand on regarde, ça va équilibrer avec l'importation. Mais donc, si ces perspectives sont bonnes, pourquoi diantre empêcher nos frères ghanéens de bénéficier d'un peu de ce que nous produisons? Il ne s'agit pas des vrais Ghanéens. Eux, leur question, je pense que le président est en train de chercher à régler ça. Je dis que les Ivoiriens subissent ici le prix de l'inflation au niveau du prix du riz. Donc, il faut que le gouvernement veut corriger cela. Mais moi, je pense qu'il y a une question de politique agricole qu'il faut penser. Et la question de la politique agricole, au-delà de ces mesures conservatoires qu'on prend pour équilibrer, pour suspendre l'exportation de nos productions locales, ça fait partie. Il faut encourager les producteurs locaux, c'est-à-dire que les aider peut-être en leur donnant des engrais, en mécanisant leur agriculture, à ce qu'ils se prennent en charge. Mais il faut aussi sensibiliser les Ivoiriens. Il faut qu'on parvienne à une total, autosuffisance alimentaire. Et puis, bon, ok, au total. Non, mais en fait, je comprends le total. En fait, au-delà de ce que tu dis, juste apporter de l'eau à ton moulin. Daouda, est-ce que vous avez la parole? Bon, en fait, d'accord. Je voulais juste terminer sur ça pour lui donner de l'eau à son moulin. Il faut aussi sensibiliser les Ivoiriens parce que, soyons honnêtes, à un moment donné en Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens, pour la majorité, on ne mangeait pas le riz local. On aimait le riz parfumé. Donc peut-être que ça aussi, ça peut aider les Ivoiriens à se tourner vers le riz local. Donc finalement, le riz n'aura plus besoin d'aller chez les parents ghanéens d'André. Non, il y a du riz local qui est bien parfumé. C'est un marché en fait qui permet l'emploi. Donc du coup, sensibiliser les Ivoiriens à l'effet d'être des producteurs de riz local pour favoriser donc l'employabilité. Au-delà de cela, on retiendra peut-être avec Élysée que les exportateurs locaux seront laissés ou sont laissés pour compte. Élysée? Non, je pense que pour quand même m'être approché un peu de certains exportateurs, en réalité, cette mesure même n'est pas une mesure difficile à leur endroit parce qu'ils ont déjà le marché, en fait. Le marché, il existe. Voilà, le marché, il existe. Ils ont déjà leur réseau. Donc, ce n'est pas un souci. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, et je pense qu'ils sont même tous dans leur argumentaire même venus même mettre de l'eau à mon moulin. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tout ce que vous évoquez, autres là, ça rentre dans la stratégie nationale d'autosuffisance en riz. Donc, elle est bonne. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est de mettre un accent vraiment sur cette stratégie-là, se donner les moyens de la faire aboutir. Parce que la réalité, elle est la suivante. Il est bien, moi je le dis et je salue ces infrastructures et autres qu'on met en place. Mais en même temps aussi, ne perdons pas, comme ce que vous pouvez le dire, un homme qui a faim n'est donc pas un homme libre. Et ce sera la chute de ce point. Merci beaucoup. Et on va directement se tourner vers Isabelle, qui va nous faire un tour à l'international. 2 points, les sénatoriales en France et l'Assemblée générale de l'ONU, Isabelle. Tout à fait. Alors, pour ce premier tour à l'international, je vous envoie en France où l'actualité fait écho à celle qu'on a vécue ce week-end en Côte d'Ivoire. Il s'agit des élections sénatoriales. Alors, le Sénat français va se renouveler ce dimanche. Quel est le rôle des sénateurs français? Eh bien, ce sont des parlementaires ayant les mêmes pouvoirs législatifs qu'un député. Ils votent la loi, contrôlent le gouvernement et surtout représentent les collectivités territoriales. À la différence du député, le Sénat ne peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement en déclenchant le vote d'une motion de censure.
un peu moins de pouvoir aussi pour le Sénat vis-à-vis de l'Assemblée nationale, puisqu'en cas de désaccord, le dernier mot revient au Palais Bourbon, donc le palais où siège donc le Sénat, l'Assemblée nationale, pardon, plutôt qu'à celui du Palais du Luxembourg où siège le Sénat. Seule exception, certaines lois particulières où l'accord des deux assemblées est indispensable. On pense notamment aux lois constitutionnelles et organiques. De nouveaux sénateurs vont être élus en France, mais pas tous. Depuis 2011, la moitié du Sénat est renouvelée tous les 3 ans, leur mandat durant 6 ans. C'est une élection à suffrage universel puisque ce sont les collectivités locales à travers leurs élus qui choisissent les sénateurs, à la différence de la Côte d'Ivoire. En France, c'est un scrutin uninominal, majoritaire à 2 tours. Et pour terminer avec cette actualité, contrairement à la Côte d'Ivoire, le président Macron n'a pas de pouvoir de nomination des sénateurs. Il faut quand même préciser que ce n'est pas un suffrage, parce qu'on a laissé glisser une petite coquille, ce n'est pas un suffrage universel direct, oui. C'est un suffrage par les grands électeurs qui élisent donc ces grands électeurs qui sont, vous l'avez si bien rappelé, souligné, dans les assemblées donc, territoriales. Exactement. Mais il faut parler quand même d'un grand rendez-vous mondial, c'est l'Assemblée générale de l'ONU. Est-ce que c'est encore une coquille vide? Est-ce que les présidents aiment se bousculer à New York? Il faut nous en dire un mot, Isabelle. Oui, alors, autre sujet important de l'actualité internationale, c'est l'Assemblée générale des Nations unies qui s'est ouverte aujourd'hui à New York. Il s'agit de la principale réunion qui décide des actions de l'organisation. C'est même la seule réunion à laquelle les 193 membres de l'ONU sont représentés. Il faut savoir qu'elle a lieu chaque année en septembre au siège de l'ONU. Alors, quels sont les grands absents de cette foire diplomatique? Les dirigeants des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, comme la France, le Royaume-Uni, la Chine et la Russie n'ont pas fait le déplacement. Emmanuel Macron est retenu en France par la visite du roi d'Angleterre, Charles III. Le Premier ministre britannique ne s'adressera pas en personne à l'Assemblée générale en raison d'un emploi du temps chargé. Et le ministre russe des Affaires étrangères sera la voix de Vladimir Poutine. Les dirigeants d'autres grands pays comme l'Inde, qui vient d'accueillir le sommet du G20 à New Delhi, et le Mexique se feront représenter. Et en ce qui concerne notre région, de toutes les nouvelles juntes au pouvoir, seule la Guinée sera représentée par son président de transition, le colonel Mamadi Doumbia, et qui effectue donc son premier déplacement officiel d'envergure à l'international depuis le putsch de 2021. Il devrait donc s'exprimer à la tribune des Nations Unies ce jeudi 21 septembre, l'occasion, selon les experts et observateurs, de rassurer les partenaires sur la conduite de la transition alors que les contestations sociopolitiques enflent dans le pays. Il dira peut-être s'il maintient ou non sa promesse de faire des élections d'ici la fin de l'année prochaine. Merci Isabelle. 2 petites réactions, hein, pas très longues. Surtout sur justement la présence du président guinéen du chef de l'État guinéen. Du chef de l'État guinéen et tous les autres. Il prendra la parole, Daouda. Moi, en fait, je pense que concernant cette assemblée de l'ONU, est-ce que ça fait, tu parlais de tout à l'heure de coquille vide, je ne dirais pas dire est-ce que c'est une coquille vide, mais j'avoue que est-ce qu'elle fait toujours rêver quand on sait qu'aujourd'hui, il y a les brisques qui sont en train de venir en force aussi. Ça reste quand même un grand rendez-vous. Oui, n'empêche, mais un grand rendez-vous où finalement les grands eux-mêmes n'y sont pas vraiment. Je veux dire, on a vu souvent quand les gens ils vont parler, les représentants ou certains présidents parlent, c'est devant pratiquement des salles vides qu'ils parlent. Donc, c'est vrai que nous, on regarde en ligne pour comprendre ce qui concerne nos États. Mais aujourd'hui, je pense que certains pays qui sont émergents sont en train de bousculer l'ordre établi en fait aujourd'hui. Donc l'ONU est plus ou moins en danger. Mais techniquement, je pense que lors de cette conférence, nos pays africains qui se sont fait représenter ou qui auront leur chef d'État là-bas, sûrement vont aller faire des plaidoyers à l'endroit des Africains de sorte à ce qu'on condamne les putschs en Afrique et autres. Donc je pense que c'est ça. Moi, je pense qu'il faut déjà indiquer que la Côte d'Ivoire est représentée par le vice-président. Koné Maïlé qui est là-bas au nom de la Côte d'Ivoire. Mais moi, vraiment, les assemblées générales de l'ONU... Vous n'y croyez pas du tout? Non, pas que je n'y crois pas, mais c'est rien devant moi. C'est comme... Voilà, c'est comme une activité que tout le monde... voilà, c'est une foire où chacun vient déjà... Normalement, dans ces genres de trucs, il y a que les communiqués sont déjà faits 3 jours, 1 semaine avant qu'on ne vienne. Donc, c'est juste une scène qui vient se passer. Donc, c'est une mise en scène selon vous, Herman? Oui, on déroule le tapis à ceux qui nous sont nos amis et les autres, on fait d'eux des personnes à notre Élisée, il n'est pas très d'accord avec ce que vous avez dit.
Non, je pense que ça sera être malhonnête que de dire qu'il n'y a pas de faiblesse au niveau des Nations Unies ou que aujourd'hui les Nations Unies telles qu'elles marchent là ne présentent pas quand même quelques failles. Ça ne serait pas honnête de le dire. C'est vrai qu'il y a des choses à restructurer, mais je pense que les assemblées générales des Nations Unies ont tout leur sens. Parce que c'est le lieu par excellence où on va aborder les questions, les problématiques essentielles du monde. Et c'est important. Toutefois, je suis d'avis qu'il y a des réformes importantes qui doivent être faites au niveau des Nations Unies. Parce que ce n'est pas possible que de 45 à aujourd'hui, on soit encore à 5 pays qui ont le droit de veto, alors qu'on voit comment certains pays même ont eu plus de dynamisme au niveau économique, même au niveau mondial, ont plus d'influence que certains qui sont au Conseil de sécurité. Donc il y a vraiment des choses à voir. Un continent comme l'Afrique, qui a pratiquement 1 milliard de population, quand même aujourd'hui, doit avoir une représentativité au sein des Nations Unies. Donc ça, c'est des choses quand même qu'il faut réformer. D'où ma question, Élisée, pour vous et pour tout le monde. Est-ce que vous pensez que c'est une plateforme encore crédible? Oui, elle est crédible, d'autant plus que la question que vient d'évoquer Élisée sera donc sur la table au niveau de cette Assemblée générale. Donc il est question donc de pouvoir ouvrir donc, le Conseil de sécurité à des pays africains. Très bien, merci à tous. Vous en savez un peu plus sur comment nos chroniqueurs et nos camarades ici même jugent l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous en savez un peu plus sur leur perception de ce que nous avons vécu il y a 21 ans. Vous en savez un peu plus sur la crise du riz et comment le gouvernement est en train de solutionner tout ça. Vous en saurez un peu plus sur quoi? Sur la question donc, de la production des ouvrages scolaires en Côte d'Ivoire. Ce sera donc l'objet de notre retour. Après la pause info, le grand talk reprend toute sa place sur l'antenne de Live TV. Et justement, nous recevons un invité, M. Dramane Bouaré, directeur général des éditions Les Classiques Ivoiriens. Avec vous, nous allons donc nous intéresser de la problématique des ouvrages scolaires piratés ou réalisés par des enseignants et non homologués par le ministère et vendus aux élèves. Bonsoir et merci d'être là, Merci. M. Bouaré. Alors, M. Bouaré, vous êtes donc un éditeur. On sait que l'édition ivoirienne, quand même, dans la production culturelle ivoirienne, représente quand même un gros secteur économique. Comment se porte d'abord, comme ça, de façon un peu générale, l'édition ivoirienne? L'édition ivoirienne se porte assez bien. Je ne dirais pas très bien parce que beaucoup d'éditeurs aujourd'hui se plaignent des difficultés qu'ils rencontrent, notamment la piraterie. On aura l'occasion d'en parler. La piraterie qui peut se présenter sous plusieurs formes. Des gens mal intentionnés qui fabriquent des ouvrages à l'extérieur ou dans des petites imprimeries de la place et qui concurrencent les éditeurs que nous sommes. Ou, bon, je ne veux pas me fâcher avec des enseignants, mais il y en a qui font des fascicules, qui revendent aux enfants directement à la place des ouvrages qui sont agréés, qui seuls devraient être utilisés dans les classes. Alors, que représente concrètement le préjudice, Herman, tu m'excuseras, que représente concrètement le préjudice des ouvrages piratés et des fameux fascicules qui ont pignon sur eux? Parce que chaque parent, à la rentrée, attend d'avoir sa liste prévue par les professeurs, qui sont souvent écrits par ces mêmes professeurs-là. Quel est le préjudice que vous encourez en tant que maison? C'est un préjudice important. Je peux parler du cas des classiques ivoiriens. Nous faisons des ouvrages pour un certain niveau, dans certaines matières, et quand on réalise les chiffres de vente par rapport aux effectifs, on réalise qu'on est loin du compte, très loin du compte. Est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, quand on est sur le terrain, les ouvrages qui sont proposés par les enseignants ne sont pas moins chers que les vôtres? Non, souvent c'est le contraire. Parce qu'un fascicule, c'est des photocopies qui sont mises ensemble, des fois des photocopies de pas très bonne qualité. Et souvent, ces photocopies-là sont plus chères que les ouvrages qui, eux, ont été faits de façon professionnelle. Vous savez, quand on en fait beaucoup, on arrive à réduire les coûts et à les proposer à des prix qui sont acceptables. Mais est-ce que vous avez discuté à ce propos-là avec le ministère de tutelle, de sorte à ce qu'ils puissent parler au moins aux enseignants? Le ministère est plus au courant de ce problème-là que nous. Et travaille à vos côtés pour résorber la question? Oui, le ministère travaille à nos côtés, puisqu'il y a eu, il y a quelques années en arrière,
un mot du ministre de l'Éducation nationale qui demandait aux enseignants d'arrêter de faire d'effectuer la vente des fascicules dans les établissements. Apparemment, ça n'a pas été très entendu. Isabelle, et on reviendra à Herman. Moi j'aimerais en fait m'attarder sur la qualité des ouvrages, parce que souvent, il y a certains ouvrages en fait où des chapitres sont manquants, ou souvent aussi, il y a des fautes d'orthographe qui se glissent donc dans certains ouvrages. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire relativement à cela? Des chapitres manquants, ça c'est grave. Comme de C'est un chapitre complet. peut-être. Il peut avoir un problème au niveau de l'imprimerie. En général, quand c'est tout un chapitre qui est manquant, c'est qu'au niveau de l'imprimerie, il y a eu un souci. Alors, c'est rare, mais ça arrive. Un bon éditeur fait attention à ce que ce genre de situation n'arrive pas. Et quand cela arrive, il peut réagir tout de suite parce qu'il a dans son entreprise des ouvrages de bonne qualité, donc il peut le remplacer. Les coquilles, ce que vous appelez des fautes d'orthographe qui peuvent arriver dans un ouvrage, c'est des petites erreurs souvent, quelquefois, qui peuvent arriver et ça se corrige. Personne n'est infaillible. Moi, je lis les journaux le matin, je vois des fautes dedans. Voilà. Les coquilles, ça peut arriver, mais il faut les reprendre tout de suite. Mais pour aller plus loin avec votre question, c'est que quand on s'adresse aux enfants, il faut faire plus attention. Absolument. Parce qu'ils vont reprendre ce genre de choses. Donc, un ouvrage scolaire adressé à des tout-petits, il faut vraiment le lire et le relire. Et toutes les maisons d'édition importantes ont des gens en leur sein qui s'occupent de cela. Herman, d'abord, votre point de vue? Tout à l'heure, vous semblez faire un procès, je veux dire, aux enseignants et même aux éditeurs qui sont un peu clandestins, puisque vous ne le connaissez pas à vous entendre parler. N'est-ce pas par la pertinence de leur contenu que les élèves ou même leurs parents se ruent vers ces enseignants-là? Parce que moi, je sais aujourd'hui que nous sommes parents d'élèves. Il y a, je ne vais pas dire le nom ici, il y a une collection que tous les élèves citent, qui les préparent, ceux même qui ont eu des examens. Est-ce que ce n'est pas par rapport à la pertinence de leur... Comment est-ce que vous gérez cet aspect-là? Alors, je vais repréciser une chose déjà. Nous ne sommes pas... Moi, je ne fais pas le procès des enseignants parce que les enseignants sont nos partenaires. C'est ceux qui écrivent tous les livres que nous avons. Moi, mes ouvrages sont écrits par des enseignants. Alors, donc, il n'est pas question de faire leur procès. Quant aux libraires clandestins, quant aux imprimeurs clandestins, alors là, totalement, parce que c'est des imprimeurs qui impriment sans le consentement de l'éditeur ou bien sans en avoir les droits, qui impriment quelque chose qui vend en général sous la table, sur lesquels ils ne payent pas d'impôts, ce qui met à mal même l'économie de notre pays. Quand vous parlez du contenu, de la pertinence de ces fascicules-là qui sont mis à la disposition, ou qui sont achetés directement par les parents, il faut déjà prendre en compte que chaque année, le ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire publie une liste des ouvrages agréés et des ouvrages recommandés. La liste la plus importante étant les ouvrages agréés. Les ouvrages agréés, ce sont des ouvrages qui ont été validés par le ministère, qui sont passés dans les mains des spécialistes qui les ont lus et qui ont dit que ces ouvrages-là, ce sont ceux-là qui doivent être utilisés pour l'enseignement de nos enfants. Quand vous êtes X ou Y, que vous faites un fascicule, que personne n'a lu et relu, que personne n'a validé, que vous mettez directement dans la main des enfants, il y a un problème. Et vous le mettez dans la main des enfants, souvent, c'est parce que vous êtes en contact avec eux. Et d'ailleurs, mais à ce niveau-là, je demanderais aux parents, quand on vous dit on en achète un fascicule, 2 fascicules, souvent, j'entends beaucoup de parents s'en plaindre. L'enfant a pléthore de fascicules. Souvent, c'est des choses dont il n'a pas besoin. Il y a une liste des ouvrages agréés. Chaque parent doit s'en est recommandé. Les agréés sont ceux qui doivent être utilisés dans les classes,
les recommander, on peut les utiliser pour travailler à la maison. Pourtant, les clandestins ont pignon sur rue. Les ouvrages clandestins ont pignon sur rue. Au-delà de la recommandation, les parents, les élèves même achètent. Enfin, les enfants arrivent à la maison avec au moins 2, 3, 4 fascicules à acheter. Et puis, on achète. Et souvent, quand on n'achète pas cela, l'enfant est tancé en classe. Et puis, c'est au vu et au su de tout le monde. Alors, vous dites que vous êtes en relation avec le ministère. C'est une problématique à laquelle peut-être vous travaillez. Mais est-ce que vous pensez que votre combat aboutira? Notre combat, il n'est pas gagné d'avance. Parce que un ouvrage qui est vendu directement à l'enfant par un enseignant, qui lui demande d'avoir, qui lui met une certaine pression, de l'avoir, sinon il ne pourra pas assister à son cours, on a vu ça, sinon on lui fera moins. Voilà. C'est différent d'un ouvrage qui, lui, est validé par le ministère. Le ministère a une liste. Je vous ai dit... Très bien, parce que vous avez dit ça, on l'a compris, mais c'est bon ce que je vais vous relancer là-dessus. Oui. Comment se passe le processus de production d'un livre que vous feriez, qui serait au programme avec le ministère? Comment le ministère vous choisit, vous? Parce que vous produisez 350 ouvrages scolaires. Comment ça se passe? Comment on en arrive à dire que c'est vous qui allez faire un ouvrage? Si vous faites un ouvrage scolaire, nous le mettons en forme. On fait en sorte qu'il soit bien présenté, bien consommable et tout. Et nous le soumettons au ministère. Il y a une commission d'agrément qui s'est réunie en Côte d'Ivoire chaque année et qui va scruter l'ouvrage et va décider si l'ouvrage est utilisable en classe ou non. S'il est utilisable en classe, le ministère va le mettre sur une liste qui est à la disposition de tout le monde. Normalement, dans une situation organisée, c'est cette liste-là que tout le monde devrait suivre, parce que c'est cette liste-là qui a été validée. Donc vous nous dites qu'il n'y a pas d'organisation là-dessus. Daouda? Voilà. En fait, je pense que je vais abonner un peu de l'essence de André. Aujourd'hui, est-ce que les enseignants, comment vous les rémunérez? C'est le ministère qui les rémunère, c'est vous qui les rémunérez. Par rapport au livre? Voilà, par rapport au livre, comment c'est fait? Parce que, voilà, en termes de... Après la production. La Côte d'Ivoire est un pays libéral. Si vous écrivez un livre chez moi, je dois vous payer des droits d'auteur. Il y a un contrat qui nous lie. Voilà, c'est sur cette base-là que nous vous rémunérons. C'est clair. Est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a certains enseignants qui veulent se mettre au compte d'éditeurs eux-mêmes et donc ils vont synthétiser le fond? Mais nous, on n'a aucun problème avec ça, à condition qu'ils valident leur liste. Il y a un processus pour que le livre soit mis en classe. Si vous n'avez pas validé un livre, pourquoi celui-ci se retrouve dans une classe? Monsieur Boiré, s'il vous plaît, est-ce que le processus de validation est connu par tout le monde, par les professeurs? Connu par tout le monde, les enseignants le savent. C'est quoi ce processus? Quel est-il? Pourquoi ce processus? Parce que dans un livre, vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi. Un livre, ça représente un pays. Ça représente la culture d'un pays. Et c'est des spécialistes qui vont définir quelles sont les connaissances que doit avoir l'enfant à chacun des niveaux. Donc, il y a quelque chose qui est bien cadré. Les enseignants le savent. Et il suffit simplement, quand on a fini de faire son manuel, quand l'éditeur l'a fait, ou bien quand l'enseignant l'a fait, d'aller à la direction de la pédagogie et de la formation continue et de dire que moi, j'ai fait cet ouvrage-là, je souhaite qu'il soit utilisé en classe. Merci de le valider. Daouda, vous semblez ne pas être en accord avec M. Boiré. Le problème, c'est que ça me ramène à la question de Herman, quand tout à l'heure, il parlait de pertinence. Parce que je pense que nous tous, on est allés à l'école ici. Donc, il nous est arrivé souvent de voir certains de nos enseignants synthétiser un livre dans un fascicule afin qu'on le comprenne mieux, puisque c'est lui qui nous l'explique. Est-ce que ce n'est pas ce qui favorise la course à ces manuels que vous appelez manuels pirates? Quelque part. Non, c'est pas clandestin, les pirates. Attendez, on va permettre à l'invité de répondre. Non, ce n'est pas la question ce n'est pas la question de pertinence. Ce qui se joue là, c'est est-ce qu'un livre est validé ou non? Est-ce qu'il y a une commission
qui s'est réuni. On a toujours tous eu, que vous parlez d'école, on a tous eu des bons professeurs. Il y a des professeurs qui peuvent bien résumer un cours, etc. Mais un livre, c'est pas un chapitre, c'est c'est 70 pages, 90 pages qui ont été vues par d'autres. Si vous faites un manuel que personne n'a vu, vous rencontrez des enfants de 12, 13 ans, vous leur dites c'est ça que vous devez avoir. Ce n'est pas la même chose que si un livre est fait, vu par une commission qui dit « Ah, ça, c'est bon parce que… » Qui est passé par un processus. Qui est passé par un processus, qui est validé par un processus. Vous parlez de pertinence, moi je parle peut-être de commerce, de business. C'est là où il y a le vrai problème. Herman, oui. Oui. Est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui des livres, des manuels scolaires, des éditeurs que vous appelez éditeurs clandestins dans les librairies? Si oui, quels sont vos rapports avec ces libraires? Est-ce qu'on peut quand vous dites qu'est-ce qu'on peut les trouver dans les librairies? Ils sont vendus directement aux enfants. Un ouvrage. Si vous faites, Monsieur Daouda, si vous faites un ouvrage… C'est moi qui vous ai posé la question. Voilà, non. Non, comme je suis en face de lui, je pense que c'est si vous faites un ouvrage, il peut se retrouver dans une librairie. Un parent peut aller et trouver que ce livre est intéressant et l'acheter. Mais moi, je parle de livre qui doit être utilisé dans les classes. Est-ce que votre question, c'est des livres, des classiques ivoiriens ou classiques ivoiriennes qui sont piratés? C'est de ça que vous parlez, ou vous parlez d'un livre qui n'est pas homologué, qui serait en librairie? Il y a des livres qui ne sont pas homologués. Je pose la question, à savoir, parce que j'imagine, s'ils parlent du sujet, qu'ils ont fait leur petite enquête. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des livres, des manuels, des ouvrages scolaires qui ne sont pas homologués, qui se retrouvent dans les librairies? Donc, si ça se retrouve dans les librairies, c'est que peut-être qu'il y a un problème il y a une relation, un problème dans leur rapport avec les libraires. Je vais revenir en arrière. Que le livre, tout le monde peut écrire. Vous ne répondez pas à notre question. Non, mais attendez, tout le monde peut écrire. Le libraire est un commerçant. Si vous avez fait un ouvrage, vous lui dites, j'ai écrit tel ouvrage, je veux le vendre. Sur les sciences physiques. OK, sur les sciences physiques, le libraire dit, ah, j'ai regardé, c'est intéressant. Moi, on parle là des ouvrages qui vont être utilisés dans les classes pour nos enfants. On ne peut pas mettre n'importe quoi dans la main de nos enfants. Et c'est cela qui est important. C'est pour ça qu'un livre a besoin d'être validé, a besoin de passer par un processus ou pas. Comme on le dit souvent, il y a peut-être des bons livres qui ne sont pas dans les classes. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été validés, ou bien tout simplement parce que l'auteur, celui qui l'a conçu, n'est pas allé au ministère pour dire… En attendant, M. Boiré, il se trouve que la chose continue et perdure. Et nous sommes à la rentrée. On va peut-être encore recevoir des fascicules ou des documents piratés à acheter. Est-ce qu'il y a une commission de contrôle qui travaille peut-être en relation avec le ministère? Le ministère a travaillé à cela. Il y a des notes du ministère qui sont allées à l'intérieur du pays pour recommander que les fascicules ne soient pas utilisés dans les classes. Je vous ai dit que ce n'est pas un combat gagné d'avance. Effectivement, le ministère lutte contre cela, mais on n'a pas les résultats escomptés pour l'instant. Ils ne sont pas suffisamment efficaces. Voilà. Isabelle, s'il vous plaît. Vous avez parlé de livres qui font souvent 90 pages, souvent plus de 100 pages, etc. On a des élèves qui se promènent avec des cartables où il y a au moins 4-5 livres à l'intérieur. Est-ce qu'à un moment donné, on pense au digital dans tout ça? On pense au digital. Je pense que mais le digital ne va pas remplacer le livre. Ça, il faut qu'on soit d'accord, parce que les pays qui ont fait le tout digital il y a quelques années, comme la Suède par exemple, reviennent au tout livre. Donc le livre et le papier le livre et le digital vont cohabiter. Aujourd'hui, dans nos pays, le digital n'est pas une chose facile à installer, pour les raisons que vous connaissez, les connexions Internet, les tablettes qui coûtent plus cher qu'un livre encore. Donc, c'est quelque chose chez nous, au classique ivoirien, auquel nous pensons. Mais je pense que le livre prendra le temps, le digital, prendra un certain temps avant de s'installer. Le gouvernement aussi y pense. Nous avons quelques échos à ce niveau-là. C'est quelque chose qui va venir, mais pour l'instant, il n'est pas encore totalement là. Comment se fait le choix des éditeurs? Est-ce qu'il y a une bonne répartition des marchés entre
grands éditeurs et petits éditeurs. La Côte d'Ivoire est un pays libéral. Les éditeurs de Côte d'Ivoire sont en concurrence sur certains titres. Pour certains, vous avez dit il y a un choix qui se fait, mais ce n'est pas à notre niveau. C'est au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Je peux imaginer qu'il se penche sur les qualités professionnelles, les qualités de la production et tout, mais cela se fait au niveau du ministère de l'Éducation. Pour rester sur la question d'Herman, est-ce que vous ne pensez pas que c'est cette trop grande ouverture au niveau des éditeurs qui crée des appels comme ça, qui favorise justement une trop grande pléthore d'ouvrages sur le marché et qui peut expliquer ça? Non, la concurrence, normalement, la concurrence devrait nous aider à nous améliorer. Chacun peut présenter ce qu'il a. L'édition, il y a de la création, il y a les auteurs qui créent, l'éditeur met en forme et puis le libraire commercialise. Normalement, si on est concurrent et que la concurrence est, comme on dit, transparente, elle est saine, on devrait arriver à des ouvrages de qualité, à un coût qui est bien moindre. Donc la concurrence doit jouer son rôle, mais elle doit la jouer pleinement. Maintenant, moi, on va faire simple. M. Boiré, vous êtes sur le plateau. Oui. Quand je vous écoute, le combat n'est pas gagné d'avance. Finalement, que comptez-vous faire concrètement pour régler ce problème? Qu'est-ce que vos éditions, qu'est-ce que vous comptez faire pour lutter contre ça? Puisque, apparemment, à vous entendre, le ministère est aussi impuissant. C'est un combat de tout le monde. Les éditeurs, je pense que les éditeurs doivent proposer des produits de qualité, moins chers. Je pense que le ministère doit doit mieux organiser l'utilisation des ouvrages qui rentrent dans les classes des enfants, dans les mains des enfants. Je pense que le ministère du Commerce a son rôle à jouer parce que souvent, quand vous vendez des fascicules, vous ne payez pas d'impôt dessus. Hein. On me dit, ah, le maître a dit d'acheter, mais il n'y a pas d'impôt. Donc, nous tous, nous en sommes victimes. Les parents doivent surveiller. Moi, je vois beaucoup de parents. Non, on nous a dit d'acheter ça, on nous a dit d'acheter. Ils ne voient même pas ce qu'ils achètent. Les parents devraient dire non. Les parents devraient faire attention à ce qu'ils achètent. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous à ce niveau-là. Elle a parlé de digital pour réduire le volume le poids des livres des enfants. Mais pourquoi ? Parce que souvent, ils achètent ce qu'on leur demande d'acheter. Il y a beaucoup de parents qui ne se déplacent même pas à la rentrée pour aller dire, pour demander au directeur des études ou à l'enseignant, vous avez dit ça, vous avez dit ça, vous avez dit ça. Alors qu'il y a des ouvrages, il y a des cahiers qui sont achetés en début d'année qui ne sont même pas utilisés toute l'année. C'est ça. Daouda, vous vouliez ouvrir le débat en nous disant que vous n'étiez pas d'accord, mais sachez juste que le rôle des parents dans l'école de Côte d'Ivoire, c'est aussi de participer aux activités des COGES, c'est de donner leur avis sur la façon dont les enseignants, justement, demandent à leurs enfants d'avoir des ouvrages didactiques et pédagogiques. Donc tout ça va ensemble entendre donc notre invité qui était avec nous pour représenter, c'est vrai, les classiques ivoiriens, mais Draman Boiré est avant tout un éditeur de connaissances et c'est vous qui permettez justement à nos jeunes apprenants de mieux posséder toutes les connaissances contenues dans les livres. On a eu beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. André, Isabelle, Daouda, Herman, Élisée n'est pas là, il est parti. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera donc demain pour un grand talk. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.